French Touch. Bienvenue pour ce moment d'échange. Donc, il va faire un double fonction de panel pour vous éduquer sur la levée de fonds et un petit peu sauna aussi. Donc, ça va être. C'est le miracle de la French Touch. Donc, on n'a peur de rien à la French Touch. On n'a pas peur de changer de lieu à 48 heures du truc, comme vous l'avez vu. Donc, on est là, on est très heureux d'être là. On n'a pas non plus peur des calembours vaseux, puisque nous voici pour Veni Vidi Vici, magnifique. Mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle on reste sérieux, c'est la qualité extraordinaire de nos intervenants, que je remercie d'être là, d'avoir été parfaitement engagés et réactifs dans la préparation de cet entretien, dans le changement du lieu. Donc, merci encore. Et de manière assez traditionnelle, mais néanmoins nécessaire, je propose, même si je pense que vous connaissez nos intervenants parce qu'ils sont des stars, des vedettes, des restas, de prendre un tout petit instant pour que vous preniez le micro chacun à votre tour pour dire quelques mots sur vous et votre angle, votre play, comme on dit dans le VC, sur le secteur du fundraising. Fleur. Alors j'y vais. Donc Fleur Pellerin, moi je suis une ancienne haut fonctionnaire, ancienne membre du gouvernement et reconvertie, un switch un peu radical de carrière, reconvertie dans le VC. Donc j'ai monté Corelia Capital en fin 2016, début 2017, un fonds d'investissement plutôt spécialisé dans la tech au départ, donc investissant partout en Europe, plutôt dans des scale-up, donc dans des entreprises en forte croissance, mais plutôt en voie d'internationalisation, donc pas early stage, ce qu'on appelle dans le jargon des séries B et plus tard. Donc on a aujourd'hui à peu près 700 millions je ne sais plus comment on dit en français, d'actifs sous gestion. Et très récemment, on vient de commencer une stratégie de diversification puisque nous avons lancé un fonds lifestyle, c'est-à-dire qui va investir un peu sur les plates-bandes de Frédéric, désolé, mais on sera très complémentaires et on fera sûrement des co-investissements ensemble. Donc dans des marques plutôt plus jeunes, plus early pour le coup, des marques beauté, mode, accessoires de maison, wellness, food and beverage, hospitalité. Et avec une thèse qui vise donc à investir dans des entreprises qui sont plutôt encore un peu sous le radar, donc des chiffres d'affaires autour de 5 à 10 millions d'euros, et les porter à des niveaux de chiffre d'affaires plutôt vers les 50 millions d'euros, en tablant en fait sur ce qu'on pourra amener en termes de digital, puisqu'en fait nos investissements tech nous ont donné une plateforme qui nous permet d'accompagner les marques dans leur stratégie digitale, et avec évidemment un angle asiatique très fort, puisque nous avons des équipes en Asie et particulièrement en Corée, qui, comme vous le savez, est le premier marché du luxe. Donc on pense que voilà, des entreprises qui souhaitent diversifier un peu leurs débouchés et s'installer en Asie, on pourra les aider à le faire. Et donc c'est ça la thèse de Corelia Brands, donc ce nouveau fonds que je viens de lancer. Merci Fleur et félicitations pour ce lancement. Dorothée. Merci Nicolas. Donc Dorothée Stick, donc moi j'ai été aussi haut fonctionnaire pendant à peu près un peu moins de 10 ans, essentiellement au ministère de l'économie et des finances, et les 3 dernières années en cabinet quand Emmanuel Macron était jeune ministre de l'économie et lançait la French Tech. Et depuis 2017, je suis en banque d'affaires, et donc aujourd'hui je suis managing director chez JP Morgan, et j'accompagne donc côté conseil financier les sociétés innovantes à forte croissance sur toutes les questions financières qu'elles pourraient se poser, que ce soit levée de fonds, M&A, IPO, évidemment, sujet dette, et pareil plutôt sur les sociétés un peu plus matures, donc série B et après. Voilà, et à titre personnel, j'ai la chance d'être administrateur indépendant du Théâtre de l'Odéon et d'Arte France. Voilà. Merci Dorothée. Bonjour. Donc moi je suis Frédéric Biot, je suis pas du tout haut fonctionnaire. Je suis pas hyper politiquement correct. Tu l'attendais celle-là, tu attendais ton tour là. J'ai une certaine réputation chez BPI France de pas être très politiquement correct. Mais tu as changé de carrière aussi. Je suis hyper heureux d'être ici, réellement Nicolas, tu sais pourquoi. Je suis un peu azimuté, c'est ma semaine budget, et en fait moi j'investis directement
personnellement. Et ensuite, j'ai créé avec 2 associés un fonds d'investissement qui s'appelle Elephants Capital. Mais mes semaines budget, là, c'est 2 semaines et j'ai 47 sociétés dans lesquelles je suis directement investi assez fortement. Donc, c'est énormément de boulot, mais c'est assez passionnant de les comparer. Et je trouve que ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma vie professionnelle, ça a été de comparer des expériences, de ne pas trop réfléchir, d'investir moi-même. Quand je ne trouvais pas d'investisseurs, je le faisais moi. Et puis ensuite, petit à petit, je m'entourais d'investisseurs. Et quand j'ai eu l'occasion enfin de concrétiser une forme de monétisation de mon travail, j'ai créé Experience Capital. Et là, on accompagne aujourd'hui, alors, je ne sais plus trop, 12 sociétés, je crois. On vient de céder Sœur la semaine dernière. Et on est encore actionnaire. Alors, on avait fait Jimmy Fairley avant et on est actionnaire de Balibaris, Sessoun, plein de choses, quoi. Et avant ça, Sandromage, etc. Mais donc, c'est un métier qui me plaît beaucoup et que j'adore. Merci Frédéric. Et donc moi, je prends 2 minutes pour dire que déjà, donc je suis l'organisateur de ce petit événement en tant que pilote de la French Touch, ce qui me permet, avec mon autre casquette qui justifie aussi ma présence ici d'investisseur, de me faire plaisir et d'animer une table avec des gens beaucoup plus dignes que moi. En ce qui me concerne, je dirige donc la partie des investissements en fonds propres de BPI France dans le secteur des industries créatives. On a à peu près 400 millions d'euros sous gestion. On a investi dans une 50aine de boîtes et à titre personnel, j'ai pu investir et siéger au board, comme on dit, de sociétés comme Brut dans les médias sociaux, Fédération Entertainment dans la production audiovisuelle, Deezer dans la musique, etc. etc. Merci encore à tous les 3. Alors, il y a un 4e larron qui n'est pas avec nous parce qu'il habite Atlanta. Personne n'est parfait. C'est quelqu'un que j'estime énormément, qui est quelqu'un d'extraordinairement inspirant, qui s'appelle Emmanuel Seger, qui est, je crois, une bonne incarnation aussi de la French Touch dans l'investissement. Il est parti stagiaire chez Coca-Cola. Alors, vous allez voir de l'histoire que vous comprendrez pourquoi il est resté à Atlanta. Et après avoir brillamment réussi chez Coca dans le marketing, il a lancé l'activité de ce qu'on appelle de CVC, c'est-à-dire de Corporate Venture de Coca. Et ses 2 premiers deals, on ne parle pas de beginner's luck, mais on parle de génie, c'était les tours de seed, comme on dit, donc les premiers tours de financement de Snapchat et Spotify. Pas mal. Donc, je tenais absolument à ce qu'Emmanuel partage ce moment avec nous. Donc, il n'est pas avec nous physiquement, mais comme la French Touch, c'est la magie, il va nous dire quelques mots en vidéo. Donc, go la vidéo. Et là, c'est le moment de stress pour savoir si ça marche. Normalement, oui. French Touch. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être avec vous malgré la vidéo. Je suis Emmanuel Seger, le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Cassius, que j'ai monté en 2017. Et avant ça, j'avais passé 20 ans chez Coca-Cola, à la fois en France et aux États-Unis. En fait, notre conviction dès le départ, c'est que les notions de création de marque, les notions de storytelling sont des sujets qui parfois sont relégués à des stades de maturité plus avancés des boîtes. Nous, on a la conviction que c'est des sujets qui doivent être traités très tôt dans le cycle de développement des entreprises, quasiment dès le départ. On trouve que c'est important que les fondateurs aient une vision très claire de la vision, de la marque qu'ils essaient de construire. Et comme c'est ma formation, que j'ai passé 20 ans dans un grand groupe marketing, l'ambition de Cassius, c'était d'apporter cette valeur ajoutée très tôt auprès des entrepreneurs et de le faire entre l'Europe et les États-Unis, puisque même si on est basé aux États-Unis, on a à peu près 50% de notre portefeuille qui est en France. Je ne sais pas si j'ai des conseils, je peux juste partager avec vous ce que nous on cherche quand on décide d'investir tôt dans des projets. Comme on investit en seed, il y a souvent pas beaucoup de business déjà établi, donc on investit sur une vision et puis on investit sur une équipe. Nous, les 2 éléments qu'on aime bien regarder quand il s'agit, pour décrire plus spécifiquement l'équipe, c'est on aime beaucoup les entrepreneurs qui ont cette capacité à être à la fois extrêmement ambitieux et en même temps extrêmement pragmatique. Et je trouve que la nouvelle génération d'entrepreneurs français qui a émergé depuis une dizaine d'années incarne ça très bien. À la fois cette capacité de penser de manière très ambitieuse, de manière très internationale, très globale, et en même temps de le faire de manière très pragmatique sans se laisser, dévier d'un objectif précis.
On aime beaucoup aussi investir dans des entrepreneurs. Une autre manière de le décrire, c'est les entrepreneurs qui ont à la fois cette grande confiance en eux et en même temps une grande humilité et une capacité d'écouter les autres. En anglais, on appelle ça des humble confidence. Et je trouve que mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre illustre bien le type de personnalité, le type de caractère qu'on recherche chez les entrepreneurs. Je pense que le regard des Américains sur les industries créatives françaises, il est très influencé par les grands groupes créatifs français qui ont une dimension et une aura internationale. Évidemment, dans l'industrie du luxe, des groupes comme Vuitton et Kering, mais dans bien d'autres domaines, audiovisuels et autres, la France incarne une forme d'excellence. Et je pense que le mot qu'ils utilisent souvent quand ils parlent des entrepreneurs français ou de l'industrie créative française, c'est le mot de craft, qui veut dire le sens du détail, l'excellence, de créer un produit qui va être utile dans le quotidien des gens, mais qui va être fait de manière belle. Et donc, je pense que les États-Unis ont un savoir-faire et un talent reconnu pour créer des produits de ce qu'on appelle de consommation de masse. La France a été capable de démocratiser des produits qui ont peut-être une dimension supplémentaire en termes de caractère. J'aime bien décrire les entrepreneurs français ou les industries créatives françaises qui créent des produits mais qui sont transcendés par des marques. Et cette double, on va dire, dimension, elle est très propre aux entrepreneurs français et nous, en tant qu'investisseurs, c'est quelque chose qu'on recherche intimement. French touch. J'ai plusieurs exemples que je pourrais partager. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai rencontré Guillaume Lacroix et Renaud Levanquin, les deux cofondateurs de Brut. Et j'ai été très impressionné, c'était le tout début de l'aventure de Brut. La boîte avait peut-être 6 mois d'existence. Mais j'ai été assez marqué que très tôt dans le cycle de développement de l'entreprise, ils avaient à la fois l'envie de bâtir un média qui s'adresserait aux nouvelles générations, mais également de construire une marque. Et cette, on va dire cette ambition à la fois de créer un produit que les gens aiment, en l'occurrence un média, mais également de créer une marque qui représente quelque chose, qui symbolise quelque chose, qui incarne quelque chose, c'est justement cette marque de fabrique des industries créatives que je trouve qui existe beaucoup en France. Un autre exemple, Nicolas Tsora, quand on l'a rencontré pour la première fois, avait à la fois l'ambition de créer un produit qu'il pensait était utile pour permettre aux gens de plus vivre leur passion pour le foot, mais il avait surtout, dès le début, l'ambition de créer une communauté, l'ambition de créer une marque. Il avait des ambitions internationales très fortes. Et donc, cette notion de créer un produit et de bâtir un business qui est transcendé par une marque, qui représente quelque chose dans la vie des gens, c'est quelque chose qu'on recherche et que les deux exemples que je viens de vous donner, je trouve, incarnent très bien. On a souvent, quand on décrit le type d'entreprise dans lequel on aime investir, on dit souvent « We invest in companies that shape culture ». Qui construisent la culture de demain. Et pour construire une culture ou influencer une culture, il faut à la fois bâtir des produits qui ont de la pertinence dans le quotidien des gens, mais également des marques qui représentent quelque chose. Et donc cet équilibre-là, on le retrouve et on le recherche en permanence. Je crois qu'on peut applaudir Emmanuel, non ? Et en plus, il fait tout ça avec juste un t-shirt noir et des bracelets. Donc en plus, il y a un énorme quotient cool dans tout ça. On revient ici. Emmanuel a couvert pas mal de champs, mais ce que je voulais voir avec vous, c'est vous incarnez tous les trois une forte expertise et expérience du métier, de la practice d'investisseur, qui est une vocation et un métier en soi. Et on a avec nous, si en tout cas on n'a pas trop mal fait notre travail de marketing de l'événement, un écosystème culturel et créatif. Quelle est la spécificité de la sauce secrète de l'investissement dans les industries créatives, de votre point de vue, de ce que vous avez expérimenté? Est-ce que finalement les recettes et
et les practices sont standards? Est-ce qu'on est dans le prêt-à-porter ou est-ce qu'on est dans la haute couture, dans la manière d'aborder les sujets, d'aborder les interlocuteurs, d'aborder la practice? Voilà, je pense que c'est un peu le cœur de la table ronde. Qu'est-ce qui fait la spécificité de travailler dans l'investissement et dans la finance dans nos secteurs? Je ne sais pas qui veut prendre ça en premier de cordée, en première de cordée. Dorothée, tout le monde te regarde, Non, c'est mais ce moment allez. où... Non, peut-être juste une petite perspective macro, simplement aussi pour rappeler le montant des levées de fonds dans le secteur des industries culturelles et créatives en Europe. C'est 11 milliards en 2022. Donc ça n'a échappé à personne. 2023 a été beaucoup plus calme que 2022. Et donc même au premier semestre, on voit déjà une décroissance assez forte. Donc on est déjà sur du moins 50%, moins 60% en fonction des secteurs. Mais sur le secteur des industries culturelles et créatives, sur ces 11 milliards de dollars levés en 2022, ce qui est assez frappant, c'est de voir que c'est à peu près 60% au Royaume-Uni. Et ensuite, la France représente seulement 10% et 8% en Allemagne. Je dirais les spécificités en termes de secteurs qui sont les plus représentés en France, et ça se voit aussi d'ailleurs quand on regarde en termes de licornes, il y a à peu près 200 licornes en Europe, il y en a une trentaine en France, et il y en a 6 dans le secteur industrie culturelle et créative, selon comment on les compte, mais c'est Believe, Gillis Mac, Ledger, Sora, on en a parlé, Vestiaire Collective, mais qui sont assez représentatifs des secteurs pour lesquels en fait la France est identifiée d'un point pour les investisseurs à l'international, c'est-à-dire secteur des médias, de l'entertainment, de la musique, du Web 3 de manière générale. Et c'est vrai qu'Emmanuel citait Nicolas Julia chez Sora, et c'est vrai que c'est vraiment ça ce qui a marqué, c'est-à-dire la créativité du produit et de l'usage qu'il a révolutionné avec Sora, donc sur tout ce qui est le fantasy game pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, donc, dans les autres licornes, c'est Voodoo, donc dans les jeux vidéo, on est très présent, parce qu'il y a Voodoo, mais il y a aussi tout un écosystème jeux vidéo, et pour n'en citer que quelques-uns, les Oma Games, évidemment, ensuite il y a Ubisoft, etc., mais il y a un gros dynamisme. Et Vestiaire Collective, tout ce qui est sur le segment de la mode, avec un angle particulier qui est très identifié, c'est celui de la mode responsable. Donc que ce soit la seconde main, le réemploi, avec des marques qui sont, encore une fois, pour citer Emmanuel, mais c'est vrai, très, très identifiables facilement. Mais peut-être Frédéric, tu nous en diras plus sur ce segment, mais une marque très forte, avec aussi souvent, en tout cas en France, un aspect ESG qui est prégnant dès le début, avec une volonté de ne pas faire une croissance à tout crin pour certaines, une volonté de se préoccuper tout de suite de la seconde main, de l'approvisionnement. C'est vrai qu'on est identifié sur ces quelques critères-là, je dirais, d'un point de vue général, pour répondre à cette première question. Merci Dorothée. Alors moi, je trouve que c'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, on parle de secteurs qui sont quand même très, très différents les uns des autres. Et je pense qu'une secret sauce qui va marcher pour un investissement dans du retail fashion, c'est pas du tout la même chose que ce qui va marcher pour un investissement dans un studio de jeux vidéo ou de la production audiovisuelle. Donc, en fait, on a affaire à une gamme de choses qui sont très, très différentes. Si on parle de tout ce qui est consumer, peut-être qu'effectivement, en ce moment, il y a quelque chose qui... il y a une legacy, un héritage qui est très, très fort, et effectivement, dans tout ce qui est premium. Moi, je passe beaucoup de temps en Corée, et c'est vrai que le prestige des marques du luxe français, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être démontré, et du coup, qui donne de la crédibilité à des initiatives qui sont plus récentes, ou à des projets plus récents de marques, qui ont fait, je pense, le succès aussi récent de marques comme Maison Kitsune ou Ami plus récemment, qui donnent une légitimité un peu a priori à des marques françaises sur ce segment du premium et du luxe. Donc je pense que dans tout ce qui est un peu cosméto, accessoires, maroquinerie, fashion, on bénéficie encore de cette espèce d'acquis qui fait que la France l'Europe, mais la France en particulier, est vraiment reconnue dans le monde comme capable de donner naissance à des marques qui soient des marques premium et qui puissent parler à un grand nombre de gens. Après, je pense que sur les industries créatives, plus dans l'audiovisuel, dans le jeu, dans le métaverse, etc., là, c'est peut-être un secteur dans lequel il y a plus de concurrence. Pour parler encore de la Corée, que je connais bien, je pense qu'il y a eu toute une démarche publique-privée depuis une quarantaine d'années qui a conduit à faire ce soft power dont on voit aujourd'hui le résultat, et qui peut-être donne lieu à des innovations qui sont peut-être plus fortes, plus en lien en tout cas à ce que
ce qui correspond à la demande actuelle au niveau global. Donc une capacité à capturer l'air du temps qui est peut-être sur laquelle il faut qu'on regarde un petit peu les paramètres de ce qui se fait pour s'en inspirer un peu, parce que je trouve qu'ils ont capturé quelque chose qui est très unique et assez universel. Même si on reste, comme le disait Dorothée à l'instant, sur tout ce qui est animation, jeux vidéo, grâce à des savoir-faire, les Gobelins. Enfin, on a un certain nombre d'écoles qui sont reconnues dans le monde entier. On a une capacité dans l'animation 3D, etc., qui est reconnue depuis des années. Donc je pense qu'on a encore aussi des points de force qui sont des atouts pour les marques françaises. Je fais un pop-up publicitaire vocal, école de jeux vidéo, que vous pouvez aller visiter juste en face, là, au 3e étage. Frédéric, tu veux compléter le Oui, je tour? pense que l'enjeu, les industries créatives, c'est tellement large, c'est exactement ce que tu dis, Fleur. Donc moi, je peux répondre que sur ce que je connais. Et je pense que déjà, un bon C'est déjà investissement et une bonne façon d'investir, c'est déjà de se concentrer sur ce qu'on connaît et de ne pas faire ce qu'on ne connaît pas, ou en tout cas, si on le fait, de le faire avec des gens qui connaissent. Je pense que le marché, globalement, est devenu tellement sophistiqué et le financement tellement complexe qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre des risques dans toutes les directions. On prend un risque entrepreneurial, mais il faut le faire dans un marché qu'on connaît. Et quand on ne le connaît pas, il faut avoir l'humilité d'aller le faire avec des personnes qui amènent quelque chose de différent. Fleur disait qu'elle lançait un fonds qui venait un peu vers nous. Moi, je trouve que justement, son approche est tellement différente que c'est hyper intéressant peut-être de faire des choses ensemble. Alors, j'ai une spécificité, c'est que moi, je l'ai fait avant. Autrement dit, quand j'investis, je vois déjà les pauvres ce qu'ils vont traverser. Je suis arrivé un peu. Bonjour, ça va? Je n'avais pas vu qu'il était là. Je suis quelqu'un de mon équipe avec moi. Et je voyais tous les jeunes là-bas. Et je me disais, mais pauvres, putain, je suis content que ce soit fini. Parce que c'est dur. Mais la clé, je pense, c'est de toujours garder 3 sujets en tête, quelle que soit finalement l'industrie dans laquelle on va. À la base, on vend un produit. Donc, on vend un service, on vend un jeu vidéo, on vend des vêtements, on vend une crème. Une jeune femme, très gentiment, m'a offert une crème tout à l'heure pour que j'essaye. La vraie question, c'est un produit. C'est le produit différenciant, intéressant, intelligent, qu'on arrive à comprendre au bon prix, avec une belle histoire. La deuxième chose avant d'investir, c'est d'avoir une sorte de preuve de concept qui permet de comprendre ce qu'est l'univers de la marque, quel est ce que disait l'intervenant d'avant, quel est le storytelling autour. Si c'est pas du bullshit, c'est très facile de réussir sur du bullshit pendant 2-3 ans, puis ensuite ça s'effondre. Ce qui dure, c'est avant tout quand il y a une vraie equity story, une histoire. Et la troisième chose, c'est exactement ce que disait également ce monsieur, c'est l'entrepreneur ou la personne à la tête. Quand vous avez en face de vous une femme qui, par nécessité, ou un homme, par nécessité de l'ego, parce qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas être créatif, on ne peut pas entreprendre sans ego. C'est la clé, en fait. Ça ne marche pas sinon. En revanche, il y en a certains qui sortent du lot parce qu'ils ont un ego pragmatique et à un moment donné, ils savent s'asseoir et se dire tiens, quelle est la bonne décision à prendre pour mon entreprise, indépendamment de mon amour-propre ou de ma volonté de reconnaissance. Et quand on trouve ces 3 choses, ces 3 briques, déjà on commence à avoir un petit socle et on se dit tiens, ça vaut le coup de regarder et ça vaut peut-être le coup de creuser et d'aller investir aux côtés du fondateur. Merci Frédéric. Tu as commencé à déflorer le prochain sujet et que Emmanuel a totalement verbalisé en disant qu'il était à la recherche de companies de cheap culture led by humble confidence. Le humble confidence est quand même une forme de et en même temps assez subtile. Là aussi, de votre expertise, est-ce que vous avez quelque part, on sait que le métier d'investissement, il faut regarder tout ce que tu dis, c'est un savant mélange d'analyse stratégique, de données financières, de fit humain aussi et d'intelligence émotionnelle, choses qui seront peut-être moins facilement substituables, on en reparlera peut-être plus tard, par des outils nouveaux qui ont tendance à systématiser de manière assez efficace toute la partie au moins d'analyse financière, etc. Est-ce que vous avez dans votre quotidien, que ce soit pour des opérations de levée ou de M&A, une checklist quand même d'aviation, des critères clés, des facteurs clés de succès d'une opération que vous appliquez à vos différentes opérations?
Il y a effectivement tout ce qui relève de l'analyse financière, et ça, c'est une due diligence qu'on fait, enfin, qui est assez classique, où on regarde des business plans, on teste une taille de marché, on teste la compétition, on regarde s'il y a des barrières à l'entrée. Bon, c'est des choses assez classiques. Et après, la question qui est la plus difficile, en fait, enfin, la chose qui est la plus difficile à évaluer, c'est effectivement la qualité de l'équipe, parce qu'on peut se tromper sur... Enfin, il n'y a pas de science ou de tableau Excel ou de méthode d'analyse qui permettent vraiment d'être sûr de ne pas se tromper sur non seulement la qualité d'un leadership, mais surtout sa capacité à emmener l'entreprise d'un point A à un point B, ce qui ne sont pas exactement les mêmes choses. La personne peut être très très bonne au moment A, mais pas nécessairement la bonne personne au moment B. Et ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Et je pense que d'ailleurs, les plus grandes difficultés qu'ont les investisseurs dans la gestion de leur portefeuille, c'est souvent lié à des questions de leadership, où finalement on se rend compte que le leadership qui était bon au départ quand on a investi et qui nous avait convaincus, finalement se révèle pas la bonne personne, ou incarner une certaine forme de vision, mais n'a pas été suffisamment dans l'exécution ou dans l'opération, n'a pas été suffisamment capable de gérer des équipes et la croissance ou l'hypercroissance d'une entreprise, ou de contrôler les coûts à un moment où c'était nécessaire. Enfin, des choses qui sont très pragmatiques, mais qui ne sont pas nécessairement décelables tout au début. Donc ça, je pense qu'en fait, au-delà de l'analyse d'un dossier qui est un peu la base de ce que font tous les investisseurs, la capacité à se faire une idée, une vraie idée pertinente sur la qualité d'un leadership, la capacité aussi des gens à s'entendre entre eux quand il y a plusieurs fondateurs, à ne pas se désaligner au fil du temps. Ça, ce sont des choses qui sont très très difficiles à apprécier à un instant T, et c'est là-dessus, je pense qu'avec l'expérience se distinguent les bons investisseurs des investisseurs plus average, quoi. Et peut-être d'un point de vue indépendant, non pas investisseur, mais pour le coup d'un point de vue banquier, je dirais les deux cas existent en fait. On voit des investisseurs aussi qui sont peut-être un peu plus cyniques ou un peu plus pragmatiques, qui se disent bon, peut-être que le fondateur n'est pas celui qui fera le next stage de la société, mais en tout cas il a un produit qui marche. Ils investissent dans la boîte et ils se disent ensuite on changera le dirigeant et terminé. Donc, il y a vraiment ces deux types d'investisseurs et qui voient un produit, qui voient un usage vraiment innovant, et les autres, comme le dit Fleur ou Emmanuel tout à l'heure, qui se disent moi j'ai envie d'un dirigeant qui soit capable d'accompagner la société dans le passage à l'échelle, le scale, qui va pouvoir le faire dans la durée. Et là effectivement il faut trouver ce type de management qui soit, je dirais, le humble confident, pour moi c'est la personne qui est à l'écoute et qui va pouvoir entendre la contradiction et pouvoir adapter sa trajectoire aussi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est l'histoire d'amour. C'est un couple. On se marie, donc il y a des moments compliqués, il y a des moments extraordinaires. Je pense que la clé, c'est de suivre le chemin du fondateur. En fait, j'ai compris, en ayant des actionnaires par moments extrêmement intrusifs, quand j'étais avec des Américains de KKR qui étaient hyper durs au quotidien, l'importance pour un entrepreneur d'avoir une forme de liberté pour être créatif. Sinon, on l'éteint. Si on le contrôle trop, on l'éteint. Donc, quand on investit, il faut laisser respirer le fondateur. En revanche, ce fondateur ou cette fondatrice, il va lui-même vivre sa vie, grandir. Ils sont souvent très jeunes. Parce qu'ils sont très jeunes, ils ne se sont pas encore pris trop de portes dans la figure. Moi, je suis plus vieux, donc je suis beaucoup tombé. Et il faut qu'on les accompagne et qu'on les laisse se prendre des portes et qu'eux-mêmes grandissent. Et la vraie clé d'une success story entre une petite boîte qu'on prend au début et qui devient un truc énorme, c'est quand vous avez un fondateur ou une fondatrice qui grandit, mais qui grandit pas seulement au point de vue business, mais également au point de vue personnel. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que l'investissement, c'est beaucoup plus que de l'investissement. C'est un investissement pour moi qui doit être qualifié, qui est un investissement d'accompagnement, de coaching. Par moments, on est presque les parents et on est là pour aider et soutenir et pour avancer. C'est une vraie histoire d'amour. Le vrai sujet ensuite, c'est d'avoir quelqu'un pour représenter la boîte qui sait parler aux autres investisseurs qui sont les banques. Parce que c'est super d'avoir une super idée, d'avoir des investisseurs cool et d'avoir vivre une histoire d'amour tous ensemble, mais ensuite, il faut aller voir la BNP, il faut aller voir les LSOG, il faut aller voir JP Morgan, il faut financer tout ça. Et puis souvent, là, on passe par rapport en phase de comité de crédit qui n'ont absolument rien à foutre de notre histoire d'amour, qui sont sur d'autres sujets. Et là, il y a un rôle clé pour moi des autorités, du gouvernement et de l'ensemble des acteurs, qui est de crédibiliser cette filière pour que les banques indépendantes qui n'ont pas forcément cette relation amoureuse avec les marques soutiennent les marques. Alors, quelques points de rebond et de réaction. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Alors,
la métaphore filée du mariage, je trouve qu'elle est très 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 juste en fait, hein, parce que il y a les premiers rendez-vous entre l'entrepreneur et l'investisseur où on cherche un peu l'étincelle des premiers dates. Bon, ensuite, quand même, avant de s'engager, on approfondit un peu les choses, hein, comme dans la vraie vie, voilà. Et ensuite vient une phase qui teste un tout petit peu quand même l'attraction, qui est les phases de négociation dures, de due diligence dure et de contractualisation du deal. Et là, c'est la négo. Alors, c'est un truc très anglo-saxon, un petit peu moins français, quoique peut-être certains d'entre vous, je ne vais pas vous demander de lever la main, même si ce serait rigolo. Je ne sais pas qui a signé un prenup ici, mais voilà, le pacte d'actionnaires, c'est un peu le prenup. Donc là, quand même, on se parle de choses un peu moins agréables que quand on dînait à la chandelle, mais il faut en passer par là. Et puis ensuite, c'est le jour du closing, où là, c'est le jour du mariage, c'est la fête, on boit le champagne, etc. Et comme disait très justement Frédéric, en fait, c'est le lendemain que la vraie vie commence, c'est-à-dire la vie commune, où là, on a fait la fête, on a invité tout le monde, on a bu le champagne, et puis maintenant, il faut construire une vie commune, aller faire les courses chez Franprix, etc., et continuer de construire. Sur le sujet, en fait, voilà, vous voyez que vous avez en face de vous des gens qui ont une très très grande expertise de la chose financière, et finalement, on parle beaucoup beaucoup d'humains. Et donc, ce matin, il y avait un magnifique entrepreneur du jeu vidéo qui s'appelle Jean-Nicolas Vernin, qui a fondé Madbox, qui nous racontait, je ne sais pas qui a entendu ça, le Wall of Fail, où il y a des tombstones de tous les jeux mobiles qu'ils ont plantés pour tester leur résilience et la résilience de la culture de l'entreprise. On a tous eu des fails, je crois, dans nos vies d'investisseurs et de banquiers. Question un peu rhétorique, pour confirmer un peu cette intuition du tour de table. Alors on dit tous, ça s'est planté parce qu'on a raté l'exécution en Asie, on avait mal calculé, voilà, le pricing n'était pas adapté, on a eu une prégnance concurrentielle plus forte que prévu, etc. Mais en fait, si on décape tout ça, est-ce que vous avez, dans vos activités de banking ou d'investissement, connu un vrai échelle où il n'y avait pas un facteur humain au cœur du truc ? Est-ce que l'humain n'est pas toujours finalement au cœur de l'échec et du succès par construction ? Je crois que forcément... Bon, par moment, on s'est trompé parce que tout simplement, c'était pas une bonne boîte, on n'aurait pas dû, c'est juste qu'on a mal fait nos due deals. Ça arrive à tout le monde, malheureusement. Par moment, on n'investit pas sur le bon truc. On a oublié un zéro. Voilà. Bon, ensuite, je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise. Quand tu investis dans des boîtes extrêmement petites, tu as un taux de casse qui est énorme, c'est très difficile de passer de 0 à 1 million. Une fois qu'on est à 1, on va de 1 à 5, ça se gère. Ensuite, on est à 5, on va à 50. Il y a toute une démarche, tout un vrai truc où là, on construit. Une fois qu'on est à 50, on peut partir sur 400. Et après, à partir de 400, en fait, c'est plus du tout le même type de boîte. Donc, les échecs ne sont pas du tout de la même nature et pour les mêmes raisons à chacun des stages. Tu peux avoir un échec en early stage qui est tout simplement dû au fait qu'il y a le Covid et que la boîte s'en est jamais remise et qu'on n'y peut rien. Ensuite, tu peux avoir un échec autour de 1, 2 millions jusqu'à 5 parce que finalement, le fondateur ou la fondatrice a vraiment pas très bien raconté son truc, c'était pas aussi straight, c'était pas aussi clair. Ou bien nous-mêmes, en tant qu'investisseurs, on n'a peut-être pas été suffisamment exigeants au tout début pour vraiment mettre les choses sur le bon sens. Ça dépend réellement du truc, de la taille. En revanche, les raisons exogènes sont généralement assez rares. Quand une entreprise échoue, quand un investissement échoue, c'est généralement une question de positionnement erroné de marque avec un marché qui s'est accéléré et la marque qui n'a pas su réagir, ou alors c'est un problème de personne. On va souvent le mettre sur le dos du fondateur ou de la fondatrice, mais c'est un être humain comme nous tous, donc on a tous nos limites. Donc moi je le mets plutôt sur le dos du binôme entre les deux partenaires, parce que c'est comme ça, on n'est pas bon partout, tout le temps, donc il y a des fois c'est difficile de terminer qui avait été à l'origine de l'échec. Bon, alors moi, je suis très jeune dans le secteur, mais je pense qu'aussi, il y a des fails qui peuvent venir de l'investisseur. Hein. Il y a des histoires de marques qui ont été tuées parce qu'il y a une opération de soit M&A, soit d'acquisition à 100% ou partielle par un investisseur qui n'a pas su comprendre les besoins de cette marque, que ce soit les besoins marketing, le positionnement, etc. Donc ça, il y a pas mal d'histoires un peu cross-border. Je ne vais pas du tout citer des exemples précis, mais il y a des histoires cross-border de marques qui étaient des marques assez belles, avec une histoire, un historique, etc. Et qui ont été tuées par... Regarde Comptoir des Cotonniers que j'ai vendu à Uniqlo, et Uniqlo a tué Comptoir des Cotonniers, complètement, en l'étouffant par les systèmes.
Frédéric, lui, il n'a pas peur de donner des noms, Mais c'est moi, je c'est balance, sa boîte, il peut le dire. de montrer du doigt. On est là pour ça, on est entre nous. Non, mais c'est vrai que ça arrive Tout à l'heure, plus, les équipes m'ont dit qu'on était à peine 1 million en digital, donc là, on est en famille, on peut se dire à peu près tout ce qu'on veut. non, mais c'est vrai que ça arrive plus, en particulier quand c'est des acquisitions par des grands groupes où il y a eu des expériences, comme tu dis. On a parlé, Fleur, tu as parlé dans ton pitch de ce qu'apportait aussi Corelia en termes de go-to-market. Frédéric a parlé de coaching. Il y a quand même une musique dans l'investissement qui est d'ailleurs une musique que l'on chante avec vigueur aussi au sein de BPI France, sur la notion de smart money, on va dire, d'argent intelligent, c'est-à-dire le fait que tout banquier ou investisseur qu'on est, finalement, l'argent, alors c'est plus tout à fait vrai depuis quelques mois, c'est une histoire de cycle, mais il y avait quand même à un moment donné un narratif où on disait que l'argent était devenu une commodity et que le vrai différenciant se faisait ailleurs. Je pense que, quels que soient les hauts ou les bas de cycle, c'est quand même une vérité. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous partager concrètement au quotidien, qu'est-ce que c'est d'être un banquier ou un investisseur qui apporte plus que de l'argent ? Quelle est la proposition de valeur pour les entrepreneurs que vous apportez dans vos pratiques respectives ? Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs typologies d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui sont plus passifs. Enfin, il n'y a pas ceux qui sont bien, pas bien. Mais c'est vrai que nous, on a fait le choix, et je pense que c'est pareil pour toi, Frédéric, on a fait le choix d'être vraiment aux côtés des entrepreneurs pour les aider à créer de la valeur et leur apporter, nous, ce qu'on pensait être quelque chose que d'autres ne pouvaient pas apporter. On est très bons co-investisseurs parce que souvent, il y a d'autres fonds qui disent « moi, je vais vous aider aux États-Unis ». Bon, aider en Corée, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est un marché qui est assez difficile à pénétrer, où il est difficile de trouver les bons distributeurs et les bons partenaires. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un réseau qui est vraiment qui est très 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 bon là-bas. Donc nous, on va vraiment les aider très concrètement. Enfin, pour donner des exemples, on va prendre les rendez-vous. C'est très difficile, que ce soit au Japon ou en Corée, Chine, je connais moins, mais de trouver les bonnes personnes qui sont vraiment les personnes qui peuvent prendre des décisions dans ces gros conglomérats où les gens, en plus, les exécutifs changent tous les ans. Donc vous pouvez avoir investi pendant 6 mois dans une relation avec quelqu'un et puis le 1er janvier, il a changé et vous devez tout recommencer à zéro. Donc avoir quelqu'un qui vous aide à trouver la bonne personne qui est capable de prendre une décision et si elle change, avoir immédiatement accès à la personne qui va lui succéder, ça c'est quelque chose qui est précieux. Et donc nous, très concrètement, pour une marque en particulier, par exemple, ça voulait dire prendre les rendez-vous, aller faire les rendez-vous où on pitchait ensemble en fait devant ces conglomérats qui pouvaient être des Samsung, des LG, des Hyundai, etc. C'est trouver un distributeur local, c'est les aider à recruter les bonnes personnes, c'est aller vérifier les showrooms pour voir s'ils sont bien effectivement dans les quartiers qui correspondent au positionnement de la marque. C'est vraiment être très présent dans le quotidien et c'est pas un playbook qui est unique parce que une entreprise va avoir besoin d'un certain type d'accompagnement, une autre ça va être plus peut-être de mieux comprendre l'environnement réglementaire, une autre ça va être de mieux comprendre je sais pas un réseau de distribution. Donc et nous en fait on fait du couture quoi, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'être très très impliqué et très producteur de valeur quel que soit le type de besoin de l'entreprise. Donc c'est vraiment du sur-mesure et de l'accompagnement très très opérationnel en réalité. Oui, c'est très vrai aussi côté banquier. Enfin, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les sociétés, même s'il n'y a pas une transaction immédiate. C'est-à-dire qu'on est très sélectif sur les CEO qu'on va essayer de décider d'accompagner. Et même s'il n'y a pas de transaction, ça va être vraiment essayer d'être 360. Donc typiquement, essayer de donner accès à, sur le secteur des industries culturelles et créatives, JP Morgan, c'est la première banque au monde en termes d'accompagnement financier, de conseil, M&A, de financement de toutes les majors, de tous les studios hollywoodiens, etc. Donc c'est de se dire, bon, est-ce que dans notre carnet d'adresses, au sens large, qui est vraiment mondial, il y a quelqu'un qui vous intéresse et essayer d'être utile pour la start-up, pour le CEO, de dire, bon, voilà, on vous recommande. Ça peut passer aussi, et ça se voit beaucoup, notamment chez nous, tout ce qui est secteur du marketing, de cybersécurité, etc., d'être, nous, un client de la société. Donc ça, on essaye de créer des partenariats avec la société. Au-delà, encore une fois, de la simple transaction, ça va être par notre réseau de la banque privée également. Enfin, c'est vraiment d'essayer d'être 360 sur tous les secteurs et tout ce qu'on peut essayer de leverager parce qu'on se dit, il y a un entrepreneur qui le mérite, qui a vraiment une solution innovante, qui a vraiment une vision et on a envie de l'accompagner dans sa croissance. Après, sur les transactions au quotidien, et peut-être un point de marché là aussi, simplement de dire aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de temps qu'avant. Donc c'est important, pour lever des fonds pour une boîte aujourd'hui,
c'est du 12-18 mois, là où avant, en 6 mois, ou en quelques semaines, pour certains, c'était beaucoup plus facile. Donc, c'est important de vraiment éduquer, c'est important aussi vraiment de bien choisir les investisseurs. C'est un peu, on prenait la métaphore amoureuse tout à l'heure, mais c'est un peu aussi celle de l'écrivain qui se dit « je vais envoyer mon manuscrit à 200 sociétés d'édition ». Aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout. On envoie un teaser ou un deck de présentation de société à une quinzaine de fonds vraiment dédiés, où on s'est renseigné sur est-ce que c'est leur spécificité, etc. Donc c'est vraiment tout ce process d'éducation qui prend du temps, qui est au-delà d'une transaction, qui parfois ne débouche pas sur une transaction mandatée, mais qui est, ce que tu dis Nicolas, c'est du smart money, essayer d'être créatif le plus 360 possible. Experience Capital, c'était créé par 3 personnes, donc on est 2 entrepreneurs, un directeur financier, et on a recruté avec nous une équipe de personnes qui nous ont accompagnés pendant des années. Et c'est de spécificité, c'est que nous, on n'a pas conseillé, on a fait nous-mêmes. On a grandi, on est passé de 2 millions à 1 milliard, et donc on est passé par toutes ces phases. Et le fait d'avoir fait apporte une légitimité quand on parle au fondateur, parce qu'on peut lui dire, on l'a fait, et on s'est trompé. Et ça ne marche pas. N'ouvre pas sur M Street à Washington. En fait, même s'il y a des Français, ça ne marchera pas. Et c'est comme Oak Street à Chicago, c'est nul. Et à Los Angeles, il faut aller sur Beverly Drive. Tu ne vas pas ailleurs. Tu ne vas surtout pas sur Melrose, etc. Et ils nous croient parce qu'on l'a fait, et y compris tous les échecs. Je pense qu'il faut nous voir, et je pense que c'est exactement la même chose, je pense, dans les équipes de Fleur. C'est nous, Nicolas, je pense que quand tu changes ton cadre dans un mur chez toi avec Twiggy, tu ouvres ta boîte à outils et tu prends un outil. Nous, on est une boîte d'outils, on est Black & Decker, donc vous avez besoin d'un marteau, vous ouvrez, il y a le marteau, vous avez besoin d'une pince, on est là. Autrement dit, notre équipe, on est à peu près 16 ou 18, je crois maintenant, on peut intervenir sur l'ensemble des sujets de la vie d'une entreprise et apporter des solutions qui sont des propositions. En revanche, on a une règle, et c'est vraiment la règle de clé, c'est que la responsabilité doit être unique. Pour 2 raisons, c'est qu'il y a d'abord un truc juridique en France qui est la gestion de fait, donc ce n'est pas à nous de décider, c'est à l'entrepreneur de décider. Et la deuxième raison, c'est aussi que si on veut que l'entrepreneur soit fort et qu'il soit complètement derrière sa stratégie et qu'il réussisse, il faut qu'il ait les pleins pouvoirs dans sa boîte. Donc nous, on est là pour lui proposer des solutions. On est aussi un filet de sécurité pour lui dire attention, on l'a testé, fais gaffe quand même, c'est pas gagné. Mais au final, c'est l'entrepreneur qui décide et qui exécute. Bon, donc vous aurez retenu que si vous avez la connaissance fine de l'écosystème coréen via Corelia, le carnet d'adresses de JP Morgan et la boîte à outils Black & Decker d'expérience, vous voilà bien outillé, quoi. Est-ce que vous pouvez nous partager, alors Dorothée, tu nous as fait un très intéressant dézoom un peu géographique sur les grandes masses, etc. Est-ce qu'on ferait pas en 2 minutes un petit dézoom aussi chronologique, parce qu'on a le sujet du fundraising et du M&A, on est quand même toujours un peu dans l'instant, et donc c'est très cyclotimique. Donc soit alors on danse sur les tables et on fait tourner les serviettes et c'est la fête, et la fête ne finira jamais. Soit on est dans une espèce de impending doom où on va tous mourir et où on fait plus de deals et où les valos sont massacrés, etc. C'est quoi votre vision du moment actuel, votre perspective, même si je sais qu'on n'a pas la boule de cristal, et puis aussi cette vision un peu dézoomée des cycles. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager là-dessus sur comment le moment qu'on vit et la perspective qu'on a s'inscrit dans le temps long, et comment vous sentez les choses sans prendre d'engagement contractuel? Non, mais aussi pour rendre des mérites à Fleur à côté. Mais je pense que depuis 2016-2017, il y a eu vraiment un réveil de la tech européenne. Et en particulier, enfin, je crois que c'est depuis 2016 en Europe, le montant total des fonds levés pour les startups au sens large a été multiplié par 4. En France, c'est encore plus, c'est multiplié par 6. Et c'est vrai, Fleur avait initié cette tendance sur le French Tech avec tout un écosystème, avec BPI, avec vraiment beaucoup de marqueurs en France. Ça a vraiment augmenté. Et donc ça, je pense que simplement un pas de recul pour se dire ce qu'on a connu jusqu'en 2022, c'est une accélération très forte, un rattrapage, c'est clair, par rapport aux États-Unis, où on était très en retard. Et je pense que ça va durer. C'est une tendance de fond, c'est-à-dire on a montré qu'on pouvait être créatif, on a montré qu'on pouvait avoir un écosystème d'entrepreneurs très fort, très riche, et qui va à l'international pour beaucoup. Enfin, c'est fait, voilà. Aujourd'hui, la période qu'on connaît, bon, elle est à la fois très conjointe,
complètement exceptionnel. Si on fait un pas de recul, de se dire on a eu successivement le Covid, puis des crises géopolitiques majeures, tout ça en une période de 3 ans au maximum, c'est assez unique. Avec évidemment des banques centrales qui réagissent et un effet où aujourd'hui, donc, il reste beaucoup d'argent dans le secteur des fonds, que ce soit en venture, en growth ou en private equity, mais peut-être un petit peu plus de prudence dans l'investissement, tendance plutôt à réinvestir aussi sur les sociétés qui sont déjà là, et un secteur du growth qui s'est un peu ralenti. Donc en termes de volume, ça aussi, ça a des conséquences tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est évidemment toujours difficile à dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les tendances de fond sont là. Il y aura sans doute aussi... il y a plus une prime il y aura peut-être moins de bêtises, moins d'erreurs dans le futur, parce qu'aujourd'hui, on a repris un peu conscience des fondamentaux, de la rareté et des fondamentales et des caractéristiques fondamentales des sociétés. Donc, plutôt un message confiant, et en particulier sur les industries culturelles et créatives, qui sont, c'est vrai, une des spécificités de la France, sur lequel on est clairement identifié à l'étranger. Donc, je serais Tu veux dire qu'un VC qui fera plus en 3 semaines un deal dans le Sorare de la course de l'évrier, par exemple, sur 3 slides, finalement, c'est pas si grave, quoi. Mais il y en a encore sur d'autres secteurs. Quand on regarde dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est vrai que... Je te confirme. Voilà, c'est pas pour dire que c'est pas du tout... je pense que c'est une tendance aussi là qui va rester. Mais c'est vrai que, disons, en tout cas, les term sheets rapides se sont déportés de secteurs. Donc, à suivre. Il reste quelques secteurs. Effectivement, je pense que c'est le seul d'ailleurs secteur vraiment hyper hypé, comme on dit en ce moment, où effectivement on a vu les levées de Mistral, etc. sont des choses qui sont complètement anormales, au sens de pas du tout dans le standard du moment. Et c'est vrai qu'on a vécu pendant la période du Covid un moment qui était très particulier, parce que tout au début on s'est dit, oh là là, tout va se geler. Il n'y aura plus rien pendant tout le moment où on sera enfermé chez nous, parce qu'on n'imaginait pas pouvoir faire des due deals sur Zoom sans se rendre dans les locaux des boîtes, discuter avec les équipes en personne, etc. Et puis finalement, c'est un peu le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on voyait des deals se faire en 3 semaines, quasiment sans due deal, avec des Américains qui venaient, qui mettaient des montagnes d'argent sur la table en étudiant à peine les dossiers. Donc il y a eu un moment, une accélération et une inflation des valorisations, je parle surtout dans la tech en tout cas, qui était complètement folle. Donc là, on atterrit un peu et on revient de ce moment-là. La différence probablement par rapport à la dernière crise financière, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent, de poudre, je ne sais pas comment on dit en français, de dry powder, alors que la dernière fois, ce n'était pas du tout le cas. Donc, il reste de l'argent à investir, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a de la prudence. Il y a de la prudence. Moi, je suis un fonds enlevé, donc je vois bien aussi la prudence des institutionnels, parce qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, c'est vrai que, je sais pas, il y a 3 ans, on plaçait l'argent, les taux étaient négatifs, et aujourd'hui, vous êtes à 3-4%. C'est plus du tout la même réflexion sur le private equity, etc. Donc, le contexte a quand même beaucoup changé. Et créer cette espèce de posture où là, tout le monde attend de voir un peu comment les valorisations vont un peu atterrir. Tout le monde a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va... ces crises qui sont devenues la nouvelle norme, en réalité, qui se succèdent les unes aux autres, et dans lesquelles on ne voit pas très très bien... on voit se dessiner des axes géopolitiques qui sont un peu inquiétants, et on ne sait pas très bien quelles seront les conséquences de ça sur la supply chain, sur le prix du pétrole, sur un certain nombre de choses qui sont des facteurs quand même, dans des paramètres importants des équations d'investissement, quel que soit le secteur, que ce soit sur la tech ou sur le lifestyle. Moi, j'ai le sentiment quand même que dans un moment où sur la tech, les choses sont en train d'atterrir plus ou moins violemment selon les secteurs, il y a de la résilience dans tout ce qu'on appelle lifestyle au sens large, et où en fait des investisseurs qui sont des family office ou même des institutionnels peuvent être rassurés d'investir dans des marques, dans des choses qui ont des cycles un peu moins violents ou moins marqués. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, on lève un fonds en ce moment, on a de l'espoir, parce que lever en ce moment, c'est pas forcément évident. Mais je pense qu'il y a pas mal de résilience dans ces secteurs du lifestyle, et en particulier du lifestyle premium, quoi. Je crois qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde de la tech en partie, d'industries créatives extrêmement intéressantes, effervescentes, d'intelligence artificielle, d'input très très fort de l'ensemble des institutions. Et puis il y a peut-être 90% du gâteau, qui est un monde beaucoup plus réel, sur lequel je vais avoir un regard beaucoup plus dur aujourd'hui, parce que c'est impossible de financer, il ne faut pas se mentir. Et c'est un problème crucial en France depuis des années. Je pense que
La France n'a jamais été un pays aussi compliqué où entreprendre. Tout le monde dit que c'est facile, ça n'a jamais été aussi compliqué aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de nouvelles lois en permanence qui contredisent les précédentes. Et les banques n'ont jamais aussi peu joué leur rôle. Donc moi, je suis beaucoup plus exigeant que ça et critique sur ce cœur qui est, à mon avis, le cœur des personnes qui sont présentes dans cette salle. Aujourd'hui, c'est dur de financer. Et l'écosystème que nous représentons a un devoir de financer et d'accompagner les projets qui ont de la valeur, parce que l'État ne le fait pas. On a effectivement des journées comme ça, c'est crucial, parce que vous pouvez entendre, rencontrer, faire du networking, écouter, et c'est la clé, c'est ce que fait BPI France en termes d'information et de connexion et de remobilisation du tissu, c'est absolument fondamental. Mais une fois qu'on rentre chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, concrètement? Comment demain vous allez financer votre boîte? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est ça qui manque. Il manque l'étape entre cette volonté politique très forte qui est magnifiquement incarnée par BPI France et ensuite le quotidien de comment je fais. Et il y a cet échelon qui est les banques, et les banques ont disparu. Parce que Société Générale vient d'annoncer qu'elle ne financera plus de textile, par exemple. Ils l'ont annoncé il y a 2 semaines. Parce que BNP est très très peu agile aujourd'hui, alors que c'était la meilleure banque il y a quelques temps, etc. Et parce que tout le monde a peur. Et nous, notre rôle d'investisseurs, à tous qui avons eu de l'expérience, c'est à un moment donné, je pense, de redonner un peu de ce qu'on a gagné à la société civile en accompagnant des projets qui ont le mérite d'être porteurs de vision ou de pouvoir réussir. Mais c'est très très difficile, Nicolas, objectivement, quand on démarre et qu'on se dit j'ai cette idée, et là il y a des gens super, j'ai vu des stands, je suis allé voir la French Beauty là-bas, je trouve ça génial, mais c'est pas facile. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour grandir, pour scaler le truc, pour devenir international? Et l'écosystème actuel est extrêmement sclérosé, et donc ça nécessite, je pense, d'aller un cran plus loin dans la volonté politique. Nicolas, tu compares avec 10 ans ou 15 ans auparavant, il y avait un enfin, je sais pas, j'ai pas de chiffres en tête, mais en tout cas, il y a 10 ans. Donc, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'en 2012, quand j'ai commencé à travailler sur la French Tech, il y avait un différentiel entre l'Europe et les États-Unis de dry powder, de montant à investir, qui était de 1 à 8. Sur la tech, je suis totalement d'accord. Ouais, alors oui, donc peut-être on parle de sujets différents. Mais néanmoins, on a quand même, et grâce à BPI entre autres, on a comblé. Il y avait des trous dans la raquette de la courbe du capital investissement qui était massif, notamment peut-être pas tellement au niveau de l'amorçage et des premières phases, mais sur tout ce qui était late stage. Il y avait personne pour investir à ce moment-là. Et donc BPI a fait le late venture. Et puis finalement, il y a des fonds qui se sont créés. Pas mal de fonds sont créés. Peut-être certains vont être en difficulté maintenant, mais donc il y a eu quand même une maturation du système du capital investissement, en tout cas sur la tech, mais peut-être parce que les pouvoirs publics ont été très proactifs sur ce sujet. Et c'est vrai que moi, je rencontre souvent des entrepreneurs qui sont des investisseurs dans l'hospitality, etc., qui me disent, en fait, il a manqué pour nos industries le même type de mouvement que sur la French Tech pour attirer l'attention sur ces vallées de la mort du financement qui, aujourd'hui, rendent les choses difficiles. Mais en tout cas, sur tout ce qui était tech et innovation, honnêtement, on a parcouru un chemin qui est formidable. Alors peut-être il y aurait des initiatives du même type à prendre sur les industries créatives, mais enfin, c'est vous ce êtes, qu'on a fait modestement vous êtes avec là 5 pour, milliards voilà. d'euros en 4 ans. Mais alors, c'est pas mal. donc Quoi. c'est une partie de la réponse, c'est pas 100% de la réponse, La puisque réponse la peut pas réponse venir de que toute de l'État. façon, Fleur l'a très bien dit, est écosystémique. Donc il faut plusieurs parties prenantes, il faut être plusieurs pour jouer. Néanmoins, on a, même si la journée d'aujourd'hui est quand même en effet plutôt sous le signe du network et de l'inspiration, on a quand même un stand BPI France avec des chargés d'affaires. Avec Donc des là, chèques. ils vont tous vous voir arriver, les pauvres. Ils vont en prendre plein la figure. Ils vont pas comprendre ce qui s'est passé pendant notre panel. C'est Vous déjà pouvez dire, plus je là. viens de la part de Frédéric Bios. Hein. Allez réclamer, allez-y. Non mais sérieux, en fait c'est les banques qui manquent, c'est le niveau Je du suis dessous. d'accord. C'est pas BPI, c'est vraiment Alors, les banques. les banques de financement, peut-être. Pas les banques internationales. Pour moi, c'est les banques de réseau. Claire. La vraie question, c'est les banques de réseau. Alors, comme toujours, la perception du temps est une des choses les plus fascinantes. Et vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que quand on attendait la vidéo d'Emmanuel, les quelques secondes étaient très 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 longues. Hein, avant que ça se lance, ça va marcher, ça va marcher. Et là, je regarde le compteur et les minutes s'égrènent de manière très 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 rapide. Et on a dit, je crois, si vous êtes toujours d'accord, qu'on prenait quelques minutes pour une question. Alors, il nous reste 7 minutes. Mais avant, je voulais donc, si vous voulez bien répondre de manière assez synthétique, mais pour partager à notre auditoire, qui en plus a une qualité d'écoute merveilleuse depuis le début, vous voyez énormément de choses, vous avez une expertise d'une grande profondeur. Si vous deviez partager un sujet de focus,
un sujet d'intérêt, un sujet de curiosité pour nos amis ici, entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, créatifs, pour les aider, les accompagner dans leur démarche? Qu'est-ce que ce serait? Quelque chose qui vous dites, ça, c'est le sujet du moment, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, ça peut être de la GenAI, ça peut être des sujets d'impact, ce que vous voulez. Le sujet pour vous, l'incontournable, de votre point de vue, que vous partagez avec nos amis pour, par exemple, ce soir, si jamais il n'y a pas eu une levée de fonds encore totalement finalisée en rentrant à la maison, d'avoir un sujet d'approfondissement. Alors, ça dépend aussi des secteurs, mais moi, je dirais incontournable aujourd'hui, vu les secteurs lifestyle au sens large, ESG, empreinte carbone, sujet de diversité et de gouvernance au sens large, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, les investisseurs, d'abord, c'est un sujet qui est devenu plus du tout de cherry on the cake, c'est devenu un sujet absolument incontournable que nos LP nous demandent de monitorer. Donc, en fait, la pression, elle devient maintenant assez 360 degrés. Et donc, c'est nécessairement quelque chose que vous allez devoir regarder parce que nous, moi, mon fonds est article 8, par exemple, donc je ne peux pas investir dans une entreprise qui ne prend pas un certain nombre d'engagements, pas nécessairement d'être parfaite à l'instant où on va investir, mais au moins de se situer sur un chemin de progrès. Et nous, on les accompagnera d'ailleurs dans ces chemins de progrès, mais c'est vraiment impossible d'être, par exemple, dans la fashion ou dans la cosméto et de ne pas du tout se préoccuper de ces sujets. Non, je pense que moi je dirais l'IA, l'intelligence artificielle, et pas forcément, même si c'est pas votre cœur de métier aujourd'hui, mais à minima il faut que vous soyez posé la question. C'est qu'est-ce que va changer l'intelligence artificielle générative pour moi dans mon business? Que vous soyez posé cette question et que vous ayez répondu, c'est pourquoi ça va vous aider en termes d'efficacité, de rendement, d'optimisation. Pourquoi vous n'êtes pas, pourquoi une générative AI ne va pas faire votre métier demain et comment vous allez mieux le faire grâce à eux. C'est vraiment le thème du moment, c'est sûr, mais à minima en tant que question pour vous. Frédéric Le 3 à la suite. Et ouais, l'ESG, sans aucun doute, c'est vrai. Je rajouterai un truc qui est la concentration. C'est-à-dire de rester... C'est tellement compliqué en ce moment qu'il faut que vous restiez extrêmement concentré sur votre mission, sur votre projet, sur votre backbone, ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, votre produit, la vision que vous avez. Et réellement la construire pour être hyper solide, parce qu'on va beaucoup vous challenger, beaucoup vous secouer, et il faut que vous soyez extrêmement concentré sur ce que vous êtes et ce que vous voulez. Bon, j'en rajoute un en une seconde, parce que c'est quand même la raison d'être à la fois de la French Touch et de cet événement. C'est à la fois, et c'est pas du tout contradictoire avec ce que vient de dire Frédéric, soyez concentrés sur votre backbone, mais pensez aussi écosystème, pensez transversalité, pensez hybridation, pensez collaboration. C'est un vrai foyer de création de valeur. Et on est là pour ça aussi parce que vous travaillez votre écosystème natif et vous avez bien raison, mais vous êtes une marque de mode. Allez parler à quelqu'un du jeu vidéo. Et même si on n'a pas arrêté de dire que les secteurs avaient évidemment des spécificités et des quant à soi, il y a énormément à apprendre et beaucoup de sujets communs, et en l'occurrence ESG et IA en font partie, à discuter avec des gens d'autres secteurs. Il nous reste 3 minutes. Allez, mais si on a 10 questions, alors on prend 2 questions. Soyez bref, soyez gentil dans la question. Soyez pertinent également si possible. Ne demandez pas à Frédéric Bious de dire d'autres méchancetés, il le fera en one-to-one après. Bonjour, merci pour le sauna les commentaires très inspirants. Si on regarde le temps de développement dans les industries culturelles et créatives, qui est globalement un peu plus long que dans les autres secteurs de la technologie, je pense au développement de jeux vidéo, je pense au développement des productions audiovisuelles, quel serait, de votre point de vue, le message qu'il faudrait véhiculer auprès des fonds d'investissement pour qui le temps va être beaucoup plus important avec des horizons de rentabilité assez immédiats? Merci. Moi, j'aurais tendance à dire que pour les fonds éduqués, ça pose pas de problème, mais peut-être... Après, les fonds... moi, dans le Fontech, par exemple, on a investi dans un studio de jeux vidéo, donc c'est des horizons, des cycles de développement qui peuvent être compatibles avec la durée des fonds, mais les fonds qui ne sont pas des fonds evergreen, c'est-à-dire des fonds sans horizon de sortie prédéterminé, il y a quand même une contrainte, c'est à un moment, vous êtes en général 10 ans que vous pouvez prolonger 2 fois, 12 ans, ça c'est à peu près la moyenne européenne. Donc il y a quand même un moment où, quand vous êtes un fonds, vous devez rendre l'argent à vos investisseurs. Donc
ça, c'est quelque chose qui est donné au départ. Et normalement, vous, quand vous prenez, moi, fonds d'investissement, quand je prends ma décision d'investissement, je dois avoir cet horizon temporel en tête et il doit être à peu près cohérent avec le temps de développement de l'entreprise dans laquelle je vais investir. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est factorisé dès le départ. Après, si vous êtes sur des choses qui sont où vous anticipez un temps de développement plus long, il y a des solutions. Parfois, il y a des fonds de continuation. Il y a aussi des fonds qui sont, comme je disais, des fonds evergreen, qui sont des fonds de family office ou des investisseurs qui ont une moindre contrainte temporelle. Donc, il faut bien calibrer. Le dialogue qu'on a avec les bons interlocuteurs pour savoir qu'on est dans le même type d'horizon temporel. Je pense que c'est plutôt ça. C'est une bonne question. Nous, notre vision du sujet, c'est qu'entre le fonds de buyout qui a un horizon à 3 ans et le fonds evergreen qui a l'éternité comme ligne de mire, il y a quand même un point d'équilibre qui est qu'en effet, dans certains business, il faut probablement 6-7 ans pour faire le business plan et donc on s'adapte. Mais sans, pour le coup, déroger au principe et à la règle qui est dure, mais qui est la règle, qui est que quand on a des souscripteurs, on rend l'argent. Je crois que la clé, c'est de travailler avec un investisseur qui comprend votre métier. Donc, s'il comprend votre métier, il intègre la notion de durée. Et en fait, le match se fait assez naturellement. Le risque, c'est d'aller avec quelqu'un qui n'y connaît rien, auquel cas, ça va être la cata. Allez, une dernière question. Merci à tous. J'ai une question liée, du coup, l'une des spécificités quand même de la French Touch, c'est la créativité. Quand on est financier, on parle toujours de scale. Comment en tant que financier, vous gérez le scale de la créativité qui n'est pas toujours facile en tant que créatif? Ok, je prends. Je prends en faisant parler quelqu'un de plus brillant que moi, c'est pas difficile, qui est Nicolo Laurent, qui est le Français qui a scalé Riot Games dans les jeux vidéo. Il a pris cette société qui faisait quelques dizaines de millions de dollars, il l'a montée à 1,5 milliard. Et justement, il a réfléchi à ça. Comment on scale une entreprise créative? Et sa réponse est simple et en même temps très difficile. C'est en faisant en sorte que les créatifs soient toujours dans l'organisation et dans la stratégie au cœur de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'il a fait de manière très concrète, en prenant son COMEX, en rétrogradant tous ces C-level de finance, de droit, de RH, etc., ce qui a été un tout petit peu brutal. Tous ces C-level, et tous des gens formidables, se sont retrouvés sans avoir accès direct au chef. Et il a monté les gens qui étaient responsables des IP, de la techno, des verticales métiers, et il en a fait, et c'est comme ça qu'on scale une entreprise créative. Et sinon, il a dit, mais là, c'est une culture assez anglo-saxonne, je partage, je ne fais pas forcément mienne cette doctrine, mais qui est de créer une tension, et Frédéric en parlait un tout petit peu tout à l'heure dans le binôme entre le créatif et le business, de créer une tension toujours très forte, mais à la fois respectueuse et féconde entre le business et la créativité. Et une fois que tout le monde s'est challengé, poussé dans les derniers tranchements, on arbitre en faveur du créatif. Si on fait une analogie avec d'autres métiers, c'est comme un lieu d'hospitality, un restaurant, une boutique. Quand c'est le fondateur qui est là, vous avez l'âme. C'est lui ou elle qui l'a créé, donc vous avez cette famille qui est là. L'enjeu, c'est ensuite, quand on se développe, de garder cette âme. Dans la pratique, beaucoup de gens le réussissent, y compris en se développant sur des dizaines, des centaines de lieux. L'enjeu, c'est de recruter des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est la vraie clé, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez mettre en place un business model créatif, il faut que vous recrutiez des créatifs et pas des marketeurs. Parce que le marketeur va tuer la créativité. Il veut faire entrer les trucs dans des boîtes. L'enjeu, je pense, c'est de toujours garder l'optique qui vous a guidé quand vous avez créé votre société et de faire en sorte que les personnes qui rentrent partagent ces valeurs, la même vision que vous de cette vie, et des gens surtout qui s'imprègnent, je trouve un truc très fort qu'a dit Nicolas tout à l'heure, de devenir prégnant à la culture autour de nous, à tout ce qui se fait, à tous les signaux faibles de la vie, y compris à la culture populaire, qui est très très importante pour comprendre ce qui va se passer après. Et si vous recrutez des gens qui ont ces valeurs-là, et si vous-même, ensuite, vous êtes très présente en vous baladant et en regardant, finalement, vous arrivez à scaler des lieux créatifs ou des lieux qui sont empreints d'âme. Mais la clé, ce sera vous et les valeurs des personnes que vous recrutez.
Oui, j'irais même plus loin. En fait, seules les boîtes qui sont vraiment créatives arrivent à scaler, parce que la créativité, c'est vraiment la capacité à penser au-delà, à penser à l'universel. C'est ça qui va vous permettre d'adresser des publics worldwide, quoi. Pardon pour tous ces anglicismes, mais c'est donc par définition, si vous gardez cette créativité, c'est le seul atout qui vous assurera de grandir dans le monde. Fleur, Peut-être le juste mot de la fin. fin, peut-être juste une autre analogie, ce que tu disais sur le fait de reconnaître la valeur créée par le créateur et donc lui reconnaître une place dans l'organigramme et la valeur de sa contribution, je pense que c'est très important. Moi, un exemple qui me vient en tête, parce que je suis présidente d'un festival de séries, Cannes Séries, en France, depuis la nouvelle vague, en fait, on a créé le réalisateur roi. Et donc, le scénariste n'était même parfois pas crédité au début des films. Et donc, on a complètement cessé de s'intéresser à celui qui écrivait. Et la raison pour laquelle, je pense, la France a eu un peu de retard à l'allumage dans la créativité en matière de séries télévisées, et il y a d'autres pays qui ont été, je pense, beaucoup plus à l'avant-garde, c'est, je pense, lié à cette legacy, à cet héritage-là, du fait de ne pas reconnaître la valeur de l'écriture, parce qu'en fait, dans les séries, ce qui compte, vous voyez bien que les réalisateurs sont interchangeables, et qu'en fait, ce qui compte, c'est l'atelier d'écriture et celui qui dirige l'atelier d'écriture, donc elle est au centre de ça. Et comme nous, on avait perdu cette tradition de reconnaître à sa juste place le rôle du scénariste, et ben, je pense que c'est pour ça qu'on a eu du mal à créer, même si on est en train de rattraper maintenant, cet écosystème de séries. Donc ça montre bien l'importance de reconnaître, de nommer la contribution et de reconnaître la contribution à sa juste valeur. Je suis bien d'accord avec ça. Merci infiniment à tous les trois. On était très chanceux de vous avoir. Merci.